Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui où je voulais revenir sur la famille Rothschild. Vous savez, cette famille est souvent citée dans toutes les embrouilles à travers le monde et depuis longtemps, mais surtout dans l'affaire Jeffrey Epstein. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de vous montrer un extrait fort intéressant. Il faut rappeler certaines choses aux Français sur leur passé, mais pas sur un passé il y a 300 ans ou à l'époque de nos seigneurs, non. Quelque chose qui date des années 60, des années 70. Leur rappeler qu'une autre possibilité est possible en France et leur rappeler qu'une famille, notamment la famille Rothschild, qui a détruit cette possibilité il y a 60 ans et qui aujourd'hui a placé Emmanuel Macron au pouvoir. Mais juste avant, bien sûr, de voir l'extrait, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. N'oubliez pas, dimanche 18h, je reçois Mike Borowski sur la chaîne. Je serai aussi en direct sur Patreon, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. C'est un espace de liberté et aussi un moyen de soutenir la chaîne. L'autre moyen, c'est les dons, et je remercie également tous les donateurs. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Voulu le voir. Georges Pompidou quitte la banque Rothschild pour l'Élysée. Coïncidence? Attendez de voir ce qui suit. Car ce transfert n'est pas qu'un simple changement de carrière. C'est un changement de paradigme. Avant lui, l'État français empruntait à lui-même, gratuitement, sans intérêt. La Banque de France créait la monnaie nécessaire, directement. Un mécanisme souverain que d'autres nations nous enviaient. Puis tout bascule, et le basculement est si discret qu'il faudra des décennies pour en mesurer l'ampleur. Pompidou arrive au pouvoir avec une certitude. L'État doit emprunter sur les marchés, comme une entreprise, comme un particulier. Cette conviction ne sort pas de nulle part. Pourquoi ce changement soudain? Officiellement, c'est pour lutter contre l'inflation, pour moderniser la France, pour rejoindre les standards internationaux. Mais l'inflation ne justifie pas tout, loin de là. Regardez les chiffres. Entre 1945 et 1973, la France reconstruit tout. Autoroutes, hôpitaux, écoles, logements sociaux, le TGV, l'énergie nucléaire. Le tout sans dette paralysante, sans dépendre des créanciers extérieurs. Comment? La Banque de France prête à l'État. Taux zéro, ou presque. Un circuit direct, simple, souverain. Cela s'appelle le circuit du trésor. Un mécanisme que les manuels d'économie actuels présentent comme archaïque. Dangereux même. Pourtant, il a financé les 30 Glorieuses. Mais voilà le problème. Il échappe aux banques privées. Totalement. Elles n'y ont aucune place, aucun profit à en tirer. Pompidou connaît bien ces banques. Il en vient. 18 ans chez Rothschild, directeur général, négociateur international, homme de confiance du baron. Il a structuré des dettes souveraines pour d'autres pays. En 1962, De Gaulle le nomme Premier ministre, sans mandat électoral, juste la confiance. Un technocrate brillant pour moderniser l'État, 7 ans plus tard, Pompidou devient président. Par les urnes, cette fois. Et là, tout change. Rapidement. La réforme qu'il prépare ne fait pas de bruit, pas de débat public, pas de vote médiatisé. Les Français ne savent même pas ce qui se trame. C'est une loi technique, financière, ennuyeuse, en apparence. Janvier 1973, la loi Pompidou-Giscard passe. L'article 25 est modifié. Une phrase. Une seule phrase change tout. Désormais, le Trésor public ne peut plus se financer directement auprès de la Banque de France. Il doit passer par les marchés financiers, obligatoirement. Conséquence immédiate. Chaque emprunt génère des intérêts. Ces intérêts s'accumulent. Année après année, la dette explose, mécaniquement. En 1979, la dette française représente environ 21% du PIB. C'est encore gérable. En 2023, elle dépasse les 110%. Suffocante, paralysante. Entre les deux, des milliards d'euros versés aux créanciers privés, pas aux Français, pas aux services publics, au marché. Mais revenons en 1969. Pourquoi ce moment précis? Qu'est-ce qui justifie ce timing? Mai 68 vient de secouer la France. Les pavés, les grèves. Le pouvoir gaulliste vacille. De Gaulle chancelle. Les États-Unis observent attentivement. Le dollar tremble sur ses bases. Bretton Woods, l'accord de 1944 qui fixe les monnaies mondiales sur l'or et le dollar, vacille dangereusement. L'or s'échappe des coffres américains. Les Européens convertissent leur dollar. Nixon ferme la fenêtre en 1971, fin de la convertibilité. Le système financier mondial se restructure entièrement. Les règles changent et la France doit choisir son camp.
s'aligner ou résister. De Gaulle aurait résisté. Il l'a prouvé. Il critiquait ouvertement le privilège exorbitant du dollar. Il rapatriait l'or français depuis les États-Unis, en bateau, symboliquement. Pompidou, lui, négocie autrement, discret, pragmatique, bancaire, il connaît les codes, il parle le langage de la finance internationale. Son ancien employeur, Rothschild, conseille des États, structure des dettes souveraines, organise des émissions obligataires, intermédie les flux de capitaux. Pur hasard? Vraiment? Regardez ce qui suit immédiatement la loi de 1973. Les banques françaises prêtent à l'État, avec intérêt, garanti par le contribuable. Un placement sûr, rentable, perpétuel. Le meilleur du monde. Risque zéro. Rendement assuré. L'État, lui, devient débiteur permanent. Structurellement, chaque budget inclut désormais une ligne fixe, incompressible, le service de la dette. En 2024, la France paie plus de 50 milliards d'euros par an, juste en intérêts, avant même de rembourser un seul centime du capital. 50 milliards qui disparaissent. Imaginez ce que représentent 50 milliards annuels. Des hôpitaux, des enseignants, des chercheurs, des infrastructures, de l'innovation. Envolés. Vers qui? Les détenteurs d'obligations, banques françaises, fonds d'investissement internationaux, assureurs, hedge funds. Certains sont français, beaucoup sont étrangers, mais tous sont rémunérés. Mais remontons encore. Avant Pompidou, une autre ombre apparaît dans ce tableau. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances sous Pompidou, co-auteur de la loi de 73. Signature conjointe, Giscard aussi vient du Sérail, inspection des finances, polytechnicien, énarque, haute administration, réseau transatlantique. Ensemble, ils forment un tandem parfait. Le technocrate et le banquier, le moderne et le pragmatique, deux faces d'une même vision. Leur discours? La France doit s'adapter, se moderniser, s'intégrer aux marchés internationaux, abandonner les vieilles recettes keynésiennes, entrer dans l'ère de la finance globalisée. Leur méthode? Contourner le souverain monétaire, déléguer la création de dettes aux acteurs privés, faire confiance au marché. Résultat, une dépendance structurelle, irréversible. Chaque gouvernement suivant hérite de cette contrainte, droite ou gauche, peu importe, socialiste ou libéral, tous prisonniers. La dette devient le fil invisible qui limite toute ambition politique, le carcan, la frontière du possible. Voulez-vous investir massivement dans l'éducation? Impossible. La dette est trop haute, les marchés s'inquiètent. Voulez-vous baisser les impôts? Difficile. Il faut d'abord rembourser, rassurer les créanciers. Voulez-vous financer la transition écologique? Attendez. Les marchés doivent d'abord approuver, vérifier la soutenabilité. Qui décide vraiment? Les agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, Fitch. 3 entreprises privées. Elles évaluent la solvabilité des États souverains. Une mauvaise note augmente automatiquement les taux d'intérêt. Une bonne note rassure les investisseurs et baisse les coûts. Mais qui note les notateurs? Personne. Qui contrôle les contrôleurs? Personne. Ces agences sont privées, américaines pour la plupart, payées par ceux qu'elles notent. Un conflit d'intérêts structurel. Conflit d'intérêts? Officiellement, non. Juste un service objectif rendu au marché. Revenons à 1969. Cette année-là, un autre événement passe inaperçu, presque invisible dans les archives. La France commence à privatiser certaines entreprises publiques. Progressivement, subtilement, secteur par secteur, le mouvement s'accélère dans les années 80. Mitterrand nationalise d'abord en 1981, le grand soir du socialisme. Puis il privatise ensuite, dès 1986. Cohabitation oblige, Chirac poursuit le mouvement, Jospin aussi malgré son étiquette socialiste. Sarkozy accélère brutalement. Aujourd'hui, la plupart des fleurons publics sont partiellement ou totalement privatisés. EDF, Aéroport de Paris. Excellent extrait qui résume absolument tout. Qui résume comment mettre un pays à genoux. Comment lui voler sa souveraineté et à travers sa souveraineté, voler la vie des gens. C'était ça le projet gaullien, c'était ça la vision économique gaulienne. Et puis, on pourrait rajouter à ça également la participation. C'était la troisième voie.
hors capitalisme, hors communisme, une troisième voie, et seule la France, vieux pays chrétien, pouvait la présenter au monde. Ça aurait changé, bien sûr, la vie de tous les salariés de ce pays. Mais nos chers amis américains ne pouvaient pas, bien sûr, laisser passer ça. La famille Rothschild et les intérêts des grandes banques ne pouvaient pas permettre à De Gaulle de mettre son plan en œuvre, et on connaît la suite. Et dans l'extrait que vous avez vu, eh bien, nous avons pu voir la suite. Car la perte de notre souveraineté, elle ne commence pas avec l'Union européenne, elle commence avec cette fameuse loi. Et oui, les Français ont oublié qu'avant, eh bien, la France empruntait directement à sa banque, la Banque de France, qui aujourd'hui ne mérite pas de s'appeler Banque de France. Les Français ont oublié qu'avant, les Français n'avaient aucune dette. La France n'avait pas de dette, à tel point que quelques années après la prise de pouvoir du général de Gaulle, il va envoyer son ministre de l'économie au siège du FMI pour donner le dernier chèque, le dernier centime de l'argent qu'on devait au FMI, que la 4ème République avait emprunté, car la 4ème République, comme toutes les républiques auparavant, avait surendetté le pays, tout comme la 5e depuis que De Gaulle n'est plus là. Il faut absolument comprendre cela, car pour tous ceux qui pensent qu'une seule sortie de l'Union européenne sera suffisante, malheureusement, j'ai bien peur que les changements devraient être beaucoup plus profonds si nous voulons récupérer notre souveraineté. Pour sauver la France, il faudra également mettre fin à cette vision capitalistique et bien sûr mettre fin au libéralisme forcené qui nous a apporté tant de mal. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.